Bien, eh bien, merci à tous ceux qui sont venus. Je sais qu'il y a des extérieurs et qu'il y a des gens de la maison. Donc aujourd'hui, je vais parler de choses qui sont à cheval entre l'archéologie et je ne sais pas quoi, la géochimie ou la cosmochimie, puisque je vais vous parler à la fois d'objets archéologiques et de météorites. Premiers objets extraterrestres, donc les extraterrestres, ce sont les météorites. Alors, ça exposé va être un peu difficile parce que j'en ai pour 3 heures, mais le créneau n'étant pas de 3 heures, j'ai essayé de compresser, j'essayerai de me tenir dans les limites. Donc à certains moments je vais être allusif et puis il faut que les uns me comprennent et les autres me comprennent aussi, que ce ne soit pas trivial, ça ne va pas être très facile. Je vais essayer de faire au mieux. Alors allons-y calmement. Bing bang. Ça, c'est la plus belle photo qui existe au monde d'arrivée d'un météore qui donnera ensuite une météorite, c'est Tcheliabinsk, donc en Russie il y a 3 ans maintenant, avec la traînée qu'il y a derrière la météorite. Alors Tcheliabinsk, c'était un événement dont on a parlé, mais pas très important par rapport aux grosses chutes de météorites que l'on connaît. Spectaculaire, ça a marqué les gens. Alors, je vais dire quelques mots d'introduction très rapides sur les météorites pour cadrer le sujet. Donc, les météorites, grosso modo, on va dire qu'il y a 2 grandes catégories, celles qu'on appelle primitives et celles qu'on appelle différenciées. Les météorites primitives, elles ont la composition du Soleil moins l'hydrogène et l'hélium, et c'est des choses dont la composition chimique n'a pas changé depuis leur formation, et comme résultat, on a une partie qui est du silicate, que je vais qualifier de banal, les pétrographes comprendront, et puis on a du métal dedans, qui va en quantité variable de 5 à 20% le plus souvent. Et dans la deuxième catégorie, c'est toutes les autres météorites qu'on appelle différenciées, avec celles qui sont des pierres, qui sont, on va dire, l'équivalent de la partie silicatée des primitives, et puis celles qui sont des fers, donc qui sont constituées presque totalement de fer métallique d'un alliage fer-nickel, et qui correspondent à la partie métallique des météorites primitives. Donc si vous voulez, on imagine, c'est un petit peu comme si, à partir de ces choses primitives, on avait séparé 2 constituants qui vont former les météorites différenciées. Donc celles dont nous allons parler plus précisément, c'est de celles-ci qui en fait, pour le commun des mortels, sont les plus spectaculaires. D'accord? Alors, les météorites de fer, leur composition en général est super simple si on ne rentre pas dans les détails. Super simple, ça veut dire que c'est du fer plus du nickel en quantité qui est variable, mais le plus souvent on va tourner de 5 à 10%. Ça peut varier un petit peu plus que ça, mais c'est de 5 à 10%. Et puis des traces et des machins qui aujourd'hui ne nous importent pas énormément. Bon, je ne vais pas insister là-dessus. Alors, quelques images pour fixer les idées. Alors, c'est des objets assez spectaculaires. Les météorites de fer, en général, sont des chutes importantes. Et on comprend ça parce que le fer métallique étant assez cohérent, les morceaux se brisent relativement peu lors de la traversée de l'atmosphère. Une météorite qui traverse l'atmosphère, ça arrive à une vitesse de au moins 11 km/s, mais ça peut être 30 km/s. Et à cette vitesse-là, ça cogne très fort dans l'atmosphère. Et en cognant très fort dans l'atmosphère, ça se brise en milliers ou en millions de morceaux. Ça, c'est les pierres qui sont fragiles. Les fers, on constate que ça se fragmente beaucoup moins et on a des gros morceaux. Alors là, sur les photos, on a des morceaux qui ne sont pas très gros, mais quand même, 134 kg pour celle-là, 60 et quelques kilos pour celle-là. Ce sont 2 exemples, mais il y en a d'autres. Agoudal, c'est au Maroc, ça c'est 80 kg. Morasco, ça c'est un morceau qui fait dans les 300 kg, et des morceaux comme ça, on en a trouvé au moins une dizaine. Alors donc là, vous voyez la surface avec les marques d'ablation par la fusion dans l'atmosphère. Et puis si on coupe un bloc comme ça, eh bien on voit bien l'intérieur. Donc l'intérieur, c'est du métal.
Et puis, dans ce cas-là, il y a des inclusions. Parfois, il y en a plus d'inclusions, parfois, il y a moins d'inclusions. Ce n'est pas ce qui va nous importer le plus aujourd'hui. Alors, ce qu'on commence à distinguer sur cet échantillon qui a été poli et attaqué à l'acide pour révéler la texture, on voit ce qu'on appelle les textures de Wittmann-Steffen, dont je vais vous reparler dans quelques secondes. Alors, ces objets en tombant, ils peuvent former des cratères. La taille d'un... Alors ça, c'est le cratère, un des cratères de Morasco, hein, la météorite que je viens de vous montrer. Le lac fait à peu près 200 mètres de diamètre. On estime que le bloc correspondant, c'était de l'ordre de 1000 tonnes. Mais quand vous avez un gros cratère comme ça, le bloc qui a formé le cratère, il est pulvérisé, il est vaporisé, tellement il y a d'énergie dans le choc. Mais vous allez trouver tout autour, dans les dizaines de kilomètres ou vingtaines de kilomètres autour, d'autres blocs qui correspondent à des fragments qui se sont détachés dans l'atmosphère et qui vont tomber des fractions de secondes après l'impact principal. Donc, très souvent, une chute, ce n'est pas une pierre, mais des dizaines de pierres importantes et des millions de pierres de petite taille. Alors maintenant, je passe au volet archéologie pour les nuls, c'est-à-dire pour ceux qui ne sont pas archéologues, avec quelques rappels qui vont permettre de nous caler. Donc le néolithique, alors je vais vous parler du Proche-Orient, hein, je ne vais pas vous... Toutes les dates, enfin toutes les époques que je vais vous mentionner, ça se rapproche au Proche-Orient, parce qu'on a en France, où les dates sont décalées, d'accord? Qu'il n'y ait pas de confusion là-dessus. Donc le néolithique, ça débute à peu près au 8e millénaire avant Jésus-Christ. Au Proche-Orient, 9000, 3300, c'est à peu près la durée du néolithique. Pardon. Qu'est-ce que je dis? C'est ça. Donc, à la fin du néolithique, on passera à l'âge du bronze. Les caractéristiques essentielles de l'âge du bronze, ça va être l'invention de la métallurgie, l'invention de l'écriture, le début de l'urbanisation. Ces éléments, a priori, ne sont pas liés, mais en pratique, ils le sont quand même. Hein. Bon, c'est des grandes lignes d'orientation. Dans le détail, on pourrait dire des choses plus détaillées et plus précises. Alors, au néolithique, on a inventé l'agriculture, on a inventé l'élevage, on a inventé la sédentarisation, c'est-à-dire qu'il y a des gros villages qui deviennent de plus en plus nombreux, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de nomades, mais il y a aussi des sédentaires. Et puis, en ce qui nous concerne, la poterie est inventée. Ça veut dire la poterie de qualité. Pour faire de la belle poterie, il faut des fours. Et si on a des fours, eh bien, ce qui va suivre, on va pouvoir inventer la métallurgie, parce que la métallurgie primitive en particulier, sans four, on n'avancera pas. Alors maintenant, l'âge du bronze, donc au Proche-Orient, ça commence à peu près vers 3300 et ça se termine vers 1200. Alors donc, comme je vous ai dit, la métallurgie, l'écriture sera inventée à l'âge du bronze, selon les endroits plus ou moins tôt. Et puis l'urbanisation. Alors l'urbanisation, c'est pas la sédentarisation, c'est autre chose. Hein. L'urbanisation, ça veut dire qu'on a des villes, et une ville, c'est une société dans laquelle il y a des spécialisations en métiers. Hein. Toute une organisation sociale complexe, alors que dans un village, c'est pas du tout nécessaire. Donc ça, c'est une évolution importante de la société. L'âge du fer, ben, conventionnellement, oui, on peut dire ça. Au Proche-Orient, on fait commencer ça vers 1200. Mais il y a des objets en fer qui sont connus bien avant 1200. Alors cette limite à 1200, moi je suis convaincu qu'elle est bien placée. Alors, on pourra peut-être affiner un tout petit peu, mais je pense que c'est bien placé. C'est les archéologues qui ont décidé ça, parce que il y a des ruptures politiques à cette époque-là, mais ce n'est pas uniquement ça en ce qui concerne l'âge du fer. On constate qu'on voit apparaître des objets en fer en grand nombre, premièrement, et deuxièmement, la qualité des objets, ça vient des outils ou des armes en nombre. Alors qu'avant, on a pu trouver des objets en fer, mais ils sont rares, ou très rares, et que ce ne sont pas du tout des outils. Hein, ce sont des objets de prestige,
Nous en allons en voir quelques-uns, vous comprendrez mieux par la suite. On peut dire que c'est des bijoux, par exemple. Alors maintenant, je vais vous montrer une liste d'objets de différentes périodes, depuis le néolithique jusqu'à l'âge du bronze, une liste d'objets en fer. Alors n'essayez pas de lire cette liste, ça ne sert à rien. Le but de cette liste, c'est simplement de vous montrer qu'il y a un certain nombre de trouvailles dans les régions qui nous intéressent. Hein? Donc on commence par le néolithique. Alors le néolithique, il n'y a pas grand-chose. Les lignes qui sont en bleu, ce sont les quelques trouvailles dont je vais vous parler un petit peu plus par la suite. Hein? Donc vous voyez là, il n'y a pas grand-chose. Ben, c'est peut-être aussi lié au fait que de cette époque-là, le nombre de sites dans lesquels on a trouvé des choses intéressantes est quand même relativement limité. Alors à l'âge du bronze, vous voyez que là, Mésopotamie, Afghanistan, Syrie, Anatolie. On continue. Égypte. Âge du bronze moyen, Afghanistan, Anatolie, Égypte, Crète, Syrie, Palestine, Mésopotamie, alors âge du bronze récent, pardon, Mésopotamie, Syrie, Palestine, blablabla. Là, j'ai rayé parce qu'il y a des problèmes de datation, problèmes récurrents en archéologie. Anatolie, vous voyez, la liste s'allonge au fur et à mesure que les époques sont plus récentes. Ben, probablement parce qu'il y a de plus en plus de sites qui ont donné des restes intéressants. Hein. Égypte, Chypre, Grèce continentale, ben, il va y avoir les îles, donc ça doit être les îles grecques ici, la Crète, etc. Donc vous voyez, il y a eu quelques pages, donc le nombre de trouvailles d'objets en fer, c'est loin d'être zéro. Alors parmi ces objets en fer, il y en a un certain nombre, je n'avancerai pas de chiffres, qui sont bien conservés, c'est-à-dire qui sont dans des musées et dont on sait où ils se trouvent. Ce n'est pas la majorité. Il y en a beaucoup qui sont dans des musées, mais on ne sait pas où ils se trouvent. C'est-à-dire que M. X, en 1928, a publié ses résultats disant qu'il y avait un objet très intéressant en fer dans les fouilles de tel endroit. Vous imaginez, parce que ce n'est pas toujours indiqué, que c'est dans le musée du pays en question. Et puis quand vous vous adressez au conservateur du musée, il vous dit « Est-ce que vous avez le numéro d'inventaire ?» Alors là, vous lui répondez que vous êtes désolé, mais que M. Machin, dans sa publication, n'a pas donné le numéro d'inventaire. Et là, il vous répond, deux cas, l'objet est en vitrine. Donc là, c'est un peu cave, tout le monde sait où il est. L'objet n'est pas en vitrine. Alors là, il vous dit, bah, écoutez, il faudra que je recherche. Ce qui veut dire qu'il faudra qu'il retrouve. Et en général, c'est perdu. Perdu pour le retrouver, parce que les objets en fer, souvent, s'ils ne sont pas en vitrine, ce sont des choses informes, qui ne sont pas présentables, et donc on ne sait pas où ça se trouve. Bon. Donc ça, c'est une des grosses difficultés de ce travail. Alors, la question des objets en fer de l'âge du bronze. Je vous ai dit qu'ils étaient météoritiques, mais avant de vous dire qu'ils étaient météoritiques, il faut le démontrer. Or, les archéologues, à juste titre, se sont posé la question depuis longtemps du fer à l'âge du bronze. Ben, on peut proposer plusieurs explications. La première explication, ça soit le fer météoritique, ils l'ont proposé. Une des caractéristiques du fer météoritique, c'est qu'il contient du nickel. Et certaines analyses à l'époque avaient montré que certains objets contenaient du nickel. Et donc, bingo, c'est des météorites. Bien. Mais évidemment, les collègues qui n'avaient pas fait la découverte ont trouvé que c'était peut-être aller un peu vite en besogne et qu'il y avait d'autres explications. Et donc, ils ont proposé qu'il y avait une métallurgie du fer confidentielle, que les gens qui avaient découvert ça s'y étaient gardés secrètement et n'avaient pas donné la recette aux voisins. Après tout, pourquoi pas au début, on fait des hypothèses, on propose, et puis ensuite, on vérifie, et puis on voit qui est-ce qui a raison et qui est-ce qui a tort. Hein. C'est comme ça que la science avance. Alors, il y a des arguments pour ça, qui sont les suivants. Le nickel, dans le fer des météorites,
on sait, parce qu'on a analysé beaucoup de météorites, que c'est au moins 5% de nickel. Ça peut aller, dans certains cas, jusqu'à 20% de nickel. Le plus souvent, c'est entre 5 et 10. D'accord? Or, les objets en fer de l'âge du bronze, eh bien, il y en a qui contiennent du nickel. Parmi ceux qui contiennent du nickel, il n'y en a pas beaucoup qui ont la quantité canonique. Il y en a quelques-uns qui contiennent quelques pourcents de nickel, mais moins de 5% de nickel. Et puis il y en a d'autres, en tout cas si on croit la littérature, qui ne contiennent pas du tout de nickel. Donc quand ça ne contient pas du tout de nickel, bon, on se dit, on ne voit pas pourquoi ça serait météoritique. Quand ça contient un petit peu de nickel, on se dit, il y a un problème, on se creuse la tête, et les gens disent, oui, mais il y a des minerais de fer, on en reparlera tout à l'heure, il y a des minerais de fer qui peuvent contenir du nickel, et donc c'est avec ces minerais de fer-là qu'on a fabriqué des objets en fer qui contiennent un peu de nickel. On verra tout à l'heure que ça ne marche pas, que ce que je vous ai dit au début dans le titre, c'est maintenant bien vérifié. Alors, bien évidemment, à la fin de l'âge du bronze, il y a dû avoir un changement quelque part, à une certaine date, que le changement ne s'est pas fait partout exactement au même moment. Bon, bien évidemment, ça, tout le monde sera d'accord, ce n'est pas vraiment un problème. En tout cas, on n'en est pas là pour le moment. Donc, dans ce qui va suivre, je vais suivre la logique suivante. Donc, je vais vous présenter quelques-uns des objets qui nous apporteront les caractéristiques intéressantes à étudier. Je dirai quelques mots sur les météorites de fer, sur les minerais de fer nickellifères, puisqu'on a évoqué le problème. Et puis ensuite, pour que les archéologues se sentent concernés, je dirai des choses qui débordent un petit peu sur les aspects archéologiques. Alors, premier objet, El Mara, c'est en Syrie. Et puis vous voyez les autres sites, Ugarit c'est en Syrie, Alaçaöyük en Turquie. Ici, la Bactriane, on ne sait pas exactement où c'est, enfin l'objet, on ne sait pas exactement d'où il vient. Et puis deux exemples en Égypte, un exemple au Liban. Alors, El Mara, donc des fouilles relativement récentes, blablabla, âge du bronze, la fin du premier stade de l'âge du bronze, d'accord, des sépultures princières, donc la situation du site, hein. Tout à l'heure nous parlons d'Ugarit, Damas doit se trouver quelque part par là, hein. Des sépultures riches avec pas mal d'objets dedans, la tombe qui nous intéresse, le pendentif dont on va parler se trouvait ici, c'est-à-dire quelque part ici, sur l'original. Alors, dans cette tombe, outre notre objet qui s'est révélé une météorite, on a des objets qui sont précieux, hein. Vous voyez, j'en présente quelques-uns ici, il y en avait d'autres, hein. Cette boucle d'oreille, c'est quand même du beau boulot, hein. C'est en or. Ceci est un pendentif en or. Ceci, c'est un ibex en lapis lazuli, un seau rouleau, etc. Donc, c'est une tombe princière, sans aucun doute, dans laquelle il y avait des objets prestigieux. Et en plus de ces objets prestigieux, autour du cou, il y avait ce qu'on va appeler un pendentif, qui aujourd'hui est dans un triste état et qui s'est révélé à l'analyse être du fer météoritique à l'origine. Hein. Donc aujourd'hui, c'est de l'oxyde de fer, qui est faiblement magnétique, ce qui veut dire qu'il reste un petit peu de métal au centre. La densité apparente d'environ 1,5, donc par rapport à du fer, dont la densité est de 8, ça veut dire que c'est horriblement altéré, hein, c'est très très poreux. Et puis vous voyez les tas de surface, pour du fer, c'est pas terrible. Hein. Donc l'échantillon a vécu, a souffert, il a 5000 ans à peu près, pas tout à fait. Donc voilà. Mais aujourd'hui, on est capable, en l'analysant, de pouvoir affirmer que c'est du fer météoritique. Sur les éléments chimiques, on reviendra dessus par la suite. Alors,
de cet exemple, eh bien, on peut quand même commencer à tirer des conclusions intéressantes, hein. Donc, les gens connaissaient les météorites, sinon ils ne l'auraient pas ramassé pour en faire un pendentif, hein. Ça veut dire que pour eux, ça avait une signification. Et c'est dans une tombe princière, donc une signification importante. D'accord? Et puis, association donc à des objets précieux, mais dans le cas en question, autant qu'on puisse en parler, on n'a pas l'impression que l'objet ait été mis en forme. Il semblerait que ce soit juste une petite pierre météoritique qui a été utilisée comme pendentif. Donc, sur cet échantillon-là, pas de travail du métal. Deuxième exemple, donc Guernsey. Alors là aussi, c'est un cimetière où on a trouvé deux tombes dans lesquelles on a trouvé des perles de fer. Alors, ce qu'on appelle des perles de fer, ce sont en fait des petits rouleaux de métal, comme des petits tubes, hein, une petite plaque qu'on a enroulée et dans lesquels on a enfilé un fil comme pour une perle. Alors, à l'origine, il y avait 9 perles qui avaient été découvertes dans 2 tombes. Aujourd'hui, il reste 3 perles au Petrie Museum à Londres, ce sont celles que j'avais étudiées, et puis il reste une perle au musée de Manchester qui a été étudiée en parallèle par les Anglais. Donc vous voyez que sur les 9 perles initiales, il en reste plus que 4. Que sont devenus les 5 autres, on ne sait pas bien. On sait qu'il y a eu des analyses. Donc les analyses anciennes, ça veut dire on prend la perle, on la met dans l'acide et puis après il n'y a plus de perles. Aujourd'hui, c'est plus comme ça que ça se passe, hein. Les archéologues savent ça. Un objet comme ces perles, on a le droit de les regarder, mais il faut demander la permission. Et pour les analyser, on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc on peut faire des analyses non destructives, on peut faire des investigations non destructives, mais il est hors de question de prélever quoi que ce soit sur des objets aussi rares et aussi précieux. Donc, vous voyez au passage un des problèmes que nous pouvons avoir sur ces objets très anciens. Alors, ici, vous avez les photos d'époque avec quelques objets retrouvés dans la tombe, et puis les perles métalliques, ici, 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 ici. Donc si vous comptez bien, il n'y en a pas 9, je ne les ai pas trouvées toutes les 9, alors peut-être qu'il y en avait qui n'étaient pas sur ces colliers de ceinture, hein, c'était des colliers de ceinture, mais on les voit mieux dans leur état de conservation actuel. Donc ça, ce sont les 3 perles qui sont conservées à Londres, qui ont été recouvertes d'une espèce de vernis pour les préserver, pour qu'elles ne tombent pas en poussière. D'accord? Bon, c'est de la matière organique, donc pour l'analyse, c'est pas trop gênant. Les faisceaux de rayons X, ça passe à travers sans difficulté. Ouf. Pour ceux qui analysent de la matière organique, ça risque d'être un petit peu plus gênant, mais c'est difficile, hein. Les objets qui tombent en poussière, vaut mieux les préserver que pas les préserver. Donc, ben voilà, c'est un des problèmes, mais pour nous pas trop gros. Et puis ça, c'est le collier qui a été reconstitué, mais qui ne correspond plus à ce que c'était à l'origine. Vous pouvez remarquer quand même que vous avez des perles en lapis-lazuli, hein. Des perles, on est à la limite néolithique, âge du bronze, perles en lapis-lazuli, ça vient d'Afghanistan. Donc on est quand même dans le haut de gamme, hein. On n'est pas chez le paysan du coin. Et puis bon, ici vous avez le spectre de Fluo X qui a servi à déterminer l'origine météoritique de ces perles. Alors maintenant, parmi les études qui ont été faites, donc ici, ça c'est la perle de Manchester. Donc vous avez ici, c'est une vue optique, donc de la perle qui, elle, a été moins enduite que celle du musée Petrie. Donc vous voyez l'aspect extérieur rouillé, et puis vous voyez qu'il y a des endroits où on imagine qu'il y a des éclats de rouille qui sont partis. D'accord ? La même perle, mais cette fois, c'est une image de composition avec le nickel qui a été codé en bleu et le fer en rouge. Donc vous voyez qu'il y a des zones où il y a beaucoup plus de nickel que d'autres. Et les zones qui sont plus riches en nickel, ce sont les zones où la couche externe de rouille est partie. Et ce sont sur ces zones-là que je vais vous montrer tout à l'heure des traversées à la microscope. Cette image est particulièrement intéressante, c'est une topographie X. D'accord? Donc une vue, si on peut dire, une tranche, hein,
en transparence aux rayons X. Ce qui est bon, on voit très bien le creux du tube, mais ce qui est particulièrement intéressant, ce sont les lamines que vous voyez ici. Hein. Et ces lamines, ça correspond aux bandes des textures de Wittmann-Steffen qui sont typiques des météorites de fer. Hein. Donc, texturalement, si vous avez un objet qui n'est pas trop corrodé, eh bien, vous retrouvez les textures de Wittmann-Steffen qui sont caractéristiques. Albert, alors, oui. Est-ce que ça peut être martelé, par exemple, et donner ce genre de texture? Alors, les objets ont obligatoirement été martelés pour être mis en forme. D'accord? Quand tu martèles un objet, s'il contient des inclusions, quelle que soit leur origine, les inclusions, elles vont être allongées et laminées. Et donc ça, tu vas le retrouver. Et on a des exemples dans la littérature. Les archéologues ont étudié ça. Bon, la nature des inclusions dépend de la source de métal. En l'occurrence, ici, il faudrait que je revienne en arrière. Je ne sais pas si je vais y arriver. Voilà, miraculeux. Donc tu vois la régularité de l'épaisseur de ces bandes. Donc ça c'est un indice, c'est pas une preuve. Mais tout à l'heure on va montrer par l'analyse chimique que c'est bien des textures Wittmann-Steffen. Donc pour vous remémorer les textures de Wittmann-Steffen, alors imaginez que ces textures c'est impossible à faire sur Terre parce que les temps de refroidissement ou de recuit qu'il faudrait, ça se mesure en millions d'années. Hein. Vous imaginez des cristaux, vous imaginez un cristal d'un alliage fer-nickel homogène qui va faire plusieurs mètres de long. Ok, un gros cristal. Et puis, lorsque vous refroidissez, bah, ce cristal, il ne va pas rester homogène. Et ça, pour ceux qui savent lire les diagrammes de phase, c'est super facile à comprendre. Hein. Donc, c'est le diagramme fer-nickel. Les météorites, leur composition, c'est dans la bande bleue ici. Donc, on part d'une composition, mettons, à 6% de nickel, qui est quelque part par là. On a la phase gamma qui est homogène, hein, c'est du cubique centré, et qui s'appelle, pardon, la phase gamma, c'est de la ténue. Mais à haute température. Et puis, lorsque vous refroidissez, eh bien, vous entrez dans un domaine biphasé, c'est-à-dire que la phase initiale va se décomposer en donnant la phase alpha, qui est cubique centrée et qui s'appelle la kamacite et qui, elle, est riche en fer et pauvre en nickel et qui va être en équilibre avec une phase plus riche en nickel, bien qu'elle contienne pas mal de fer, et dont la composition va évoluer au fur et à mesure que la température diminue. Hein? Donc nos cristaux qui à l'origine étaient homogènes, ils vont se transformer en deux phases, des domaines pauvres en nickel et des domaines riches en nickel, et c'est ça qui crée les textures de Wittmann-Steffen, mais qui sont contrôlées par l'orientation du cristal initial. Et donc quand vous regardez une section polie, ben, vous voyez que les orientations, vous les retrouvez, hein, c'est les orientations du système cubique, donc selon votre coupe, ça sera plus ou moins géométrique, selon les météorites, c'est plus ou moins beau, mais vous retrouvez ces textures qui résultent de la démiction. Alors si vous avez, j'ai été trop vite, si vous avez un métal qui contient beaucoup de nickel, la démiction va se produire à basse température. En tout cas, d'après le diagramme de phase. En pratique, à basse température, la cinétique devient trop lente et en général, vous avez des météorites riches en nickel qui ne présentent pas les textures de Wittmann-Steffen parce que la cinétique a été insuffisamment rapide pour que ça se produise. Alors, voilà la tomographie, mais cette fois vue en coupe, donc une autre orientation. Vous distinguez moins bien que tout à l'heure les textures de Wittmann-Steffen, mais ce que je veux vous montrer ici, c'est le raccord. Donc on voit bien qu'on a un tube qui se raccorde ici. Et puis vous voyez les fractures nombreuses qui résultent de la mise en forme par martelage à froid. Alors je vous dis que c'est du martelage à froid parce qu'on a fait des expériences avec ce genre de matériaux qui montrent que dans le cas particulier, on est à la limite de ce qu'on peut faire par martelage à froid, qu'on voit apparaître de la fracturation qui va s'agrandir avec l'oxydation, évidemment, par la corrosion. Et puis,
ce dont je vous ai parlé, ce sont les analyses à la microsonde électronique sur la surface de la perle de Manchester. Alors en haut, ce qu'on voit en haut, ça ne veut rien dire du tout. C'est l'analyse du fer. Vous avez des variations, mais les variations, ça résulte du fait que c'est plus ou moins corrodé. D'accord? On n'a pas une surface polie, ce qui fait que le signal, il varie. Hein, on est à des teneurs qui varient entre 50 et 95% de fer. Bon, c'est du fer, c'est de l'oxyde de fer. En revanche, ce qui est en bas est significatif. C'est-à-dire qu'en bas, on a le nickel. Et vous voyez le nickel, vous avez beaucoup de points qui sont à une faible teneur autour de 5%. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la camacite. C'est la phase qui ne contient pas beaucoup de nickel. Et puis, vous avez des bandes riches en nickel, de l'ordre de 25% à peu près. Et ça, c'est typiquement les bandes de ténite que l'on trouve dans la texture de Wittmann-Stetet. C'est typique de ces textures. Donc là, quand on voit ça, c'est plié. On est absolument sûr qu'on avait affaire à une météorite. Alors, oui, il faut voir que et on va le retrouver sur les échantillons suivants, et on le confirmera ensuite par l'étude des textes, le fer, à cette époque-là, c'est un métal précieux. Alors, un métal précieux, c'est plus que ça, c'est un métal très précieux. Hein, c'est plus précieux que le métal le plus précieux. C'est très rare. Les trouvailles archéologiques le montrent. Hein, c'est beaucoup plus rare que l'or, qui est le métal le plus précieux, en tout cas à cette époque, parce que les autres métaux, soit on ne les connaissait pas, soit ils étaient moins précieux. Bon. La mise en forme du métal, là on est à la limite du néolithique et de l'âge du bronze, donc on est quand même très haut. Hein. Apparemment, on ne sait pas bien faire, et on fait comme ce qu'on sait faire pour l'or ou pour le cuivre. Hein. L'or, le cuivre, ce sont les métaux natifs, les premiers qui ont été utilisés avec l'argent, mais moins courants, et on a su faire des feuilles ou des tôles, et puis dans certains cas, on a fait des perles qu'on a roulées, exactement ce qu'on observe ici pour le fer, sauf que pour le fer, c'est le seul exemple qu'on connaisse, et pour le fer qui est moins ductile que les autres métaux, on est vraiment à la limite du procédé. Alors cette fois, maintenant, on va un petit peu plus loin, on va en Anatolie, toujours l'âge du bronze, on est à peu près, on va dire, à la fin de l'âge du bronze précoce, une magnifique dague avec un manche doré en or, une partie du fourreau, la partie qui subsiste, qui est en or, et puis la lame de la dague qui, elle, est en fer. Alors, cet objet, j'ai discuté avec l'archéologue qui l'avait décrit et qui était convaincu que ce n'était pas du fer météoritique. Et puis, il avait prélevé, il y avait un morceau qui était tombé au bout, qui était cassé, il l'avait prélevé, il avait fait une section polie, ce qui est exceptionnel, en général on ne peut pas. Et puis, comme je discutais avec lui, il me montre la section polie au microscope. Et là, il m'a fallu 1/10 de seconde pour voir qu'on voyait les textures de Wittmann-Stetet. Je lui dis, mais là, on a les textures de Wittmann-Stetet, vous avez un métal, le métal était plus ou moins oxydé, hein, mais ça s'oxyde différemment selon la quantité de nickel. Je dis, là, vous avez une zone qui est riche en nickel, et puis là, vous avez une zone qui est pauvre en nickel. Alors, comme il ne voulait pas croire que c'était météoritique, il ne croyait pas, mais comme le microscope électronique était à l'étage en dessous, ben, on a été à l'étage en dessous, on est passé le truc, et là où il devait y avoir du nickel, il y avait du nickel, et là où il devait y avoir moins de nickel, il y avait moins de nickel. Donc depuis ce jour, il a changé d'avis par rapport à la nature du métal de cet objet, dont la lame est évidemment en fer météoritique. Donc, sur cet exemple, le fer est associé à l'or, et là, on a une mise en forme qui est élaborée, puisque une lame de dague, c'est un objet qui est long et dont l'épaisseur est millimétrique. Hein, donc ça demande du travail d'élaboration. Donc par rapport aux perles, on a une technologie qui a bien évolué. Et on est déjà, on est loin d'être à la fin de l'âge du bronze. Hein.
Autre exemple, donc cette fois on se déplace dans ce qu'on appelle Bactriane, ou ce qu'on appelle aussi la civilisation de l'Oxus. Donc la civilisation de l'Oxus, c'est à peu près 3300-1800, et invention du Playmobil. Donc cette petite statuette qui fait une dizaine de centimètres de hauteur est constituée de pièces qui s'assemblent. Donc ça, c'est à peu près de la chlorite qui s'emboîte dans cette pièce qui est en calcite, une autre pièce en chlorite. Vous voyez qu'il y avait des incrustations. Donc l'incrustation ici de l'œil, c'est du coquillage. Et puis vous voyez qu'il y a une incrustation dans l'oreille. Alors l'incrustation dans l'oreille, c'est du plastique. Ça, c'est moins bien. Ça ne doit pas être d'époque. Mais ce qui nous intéresse, ce n'est pas ça. Donc ici, vous voyez le petit objet. Donc ça, c'est Agnès Benoît, la conservatrice du Louvre, où l'objet est préservé. Et ça, c'est l'accélérateur du C2RMF, donc le laboratoire d'analyse des musées de France. Et vous voyez notre petit bonhomme sur lequel nous allons analyser une partie particulière qui se trouve sur la tête. Donc vous voyez la tête de ce monsieur, vous voyez qu'il y a un bandeau. Et ce bandeau qui est complètement arraché sur l'avant de la tête, c'est pour ça qu'on ne le voyait pas, on voit très bien sur la partie latérale. Et ce bandeau, il est en fer. Donc on a regardé ça de plus près, évidemment. Alors vous voyez ici le bandeau qui est relativement bien préservé, mais on subodore que celui qui l'a restauré, entre guillemets, a été un petit peu violent. Il a bien nettoyé la tête. Hein. Vous voyez que vous avez des traces de rouille, que ça avait bavé, même chose en dessus. Mais bon, là, il n'y a pas eu trop d'arrachement. Le bandeau a été préservé. Mais si vous regardez ici, vous voyez que les choses se passent moins bien. Mais nous allons être optimistes et dire que, en fait, c'est super parce que ça nous donne plein d'informations. Vous voyez, cette partie du bandeau où l'oxyde superficiel a été arraché, ben, vous trouvez ces lamines qui sont des textures Wittmann-Steffen. Alors, l'aspect ressemble à une texture Wittmann-Steffen. Bien évidemment, on l'a vérifié par l'analyse. Hein. On a fait de la cartographie X qui montre qu'il y a des variations de la teneur en nickel. Comment vous savez que ça n'a pas été rajouté après, puisqu'il y a du plastique sur la statue? Eh bien, pour rajouter après du fer météoritique, il faudrait déjà savoir que sur ce genre d'objet, il y a du fer météoritique en forme de bandeau. Déjà savoir qu'il y a du fer tout court, et ensuite savoir qu'il y a du fer météoritique. Vous suivez le raisonnement? C'est que ça peut être que vous, quoi. Pardon? Ça peut être que vous. Ah, ça pourrait être moi, absolument, ça pourrait être moi. Je suis tout à fait d'accord. Mais c'est pas facile de le faire si bien quand même, hein, parce que la corrosion, pas facile. Je ne me serais pas emmerdé à faire ça. Alors, intéressant. L'histoire est intéressante, parce qu'il existe un deuxième Playmobil qui ressemble beaucoup au premier, dans le sens qu'il est ces différents morceaux empilés avec la chlorite, la calcite, etc. Un bonhomme avec sa balafre au milieu de la figure et un petit bandeau autour de la tête. Lequel petit bandeau est en fer. Je ne peux pas affirmer qu'il soit en fer météoritique puisque ce bandeau de fer n'a pas été analysé précisément. Mais si vous voulez mon avis, il est probablement en fer météoritique. Alors, ici, donc on a évidemment un objet cultuel d'une façon ou d'une autre. Quelle est la signification de ce fer météoritique autour de la tête? Bon, les archéologues auront plein d'explications. Ce n'est pas mon domaine, donc je ne vais pas insister, mais vous voyez à peu près de quoi ça peut retourner. Et puis là, on a une mise en forme élaborée, parce que fabriquer un fil de fer qui fait moins d'1 millimètre de diamètre, qui fait environ 5 cm de long pour faire le tour de la tête, quand on est à l'âge du bronze et qu'on ne connaît pas bien la métallurgie, le fer, la vitesse à laquelle ça s'oxyde, et là on est obligé de travailler à chaud parce que sinon ça se casse en 10 morceaux, bon, ça demande un certain savoir-faire et même un savoir-faire certain.
c'est intéressant de voir comment le savoir-faire évolue avec le temps. On se déplace à une époque plus récente, Ougarit. Donc Ougarit, ça se trouve à quelques kilomètres de la Méditerranée. Ce sont les Français qui ont mené les fouilles et qui continuaient les fouilles jusque très récemment. Et en 1939, Schaeffer a trouvé cet objet qui est une hache dont la lame est en fer. Donc la lame, c'est presque un parallélépipède qui est montée dans une douille en cuivre, qui a été coulée autour de la lame par la technique de la cire perdue. Et puis vous remarquez la beauté de l'objet avec les deux têtes de lion et le sanglier couché sur l'arrière de la hache. Et puis vous avez ces incrustations qui sont en or. D'accord? Donc c'est un objet absolument fabuleux qui était conservé, enfin qui était, il est peut-être toujours, conservé au musée d'Alep, et donc que j'ai pu analyser, c'était avant la guerre en Syrie. Alors, Schaeffer l'avait fait analyser, je ne sais pas, personne ne sait exactement où il avait fait un prélèvement, mais probablement qu'ils avaient pris un morceau de rouille qui était à la surface, et à l'époque, ils avaient conclu que comme il n'y avait pas suffisamment de nickel, ça ne pouvait pas être du fer météoritique, et ils avaient élaboré une théorie abracadabrant en disant qu'on avait pris de la pyrrhotite, donc du sulfure de fer, pour fabriquer ce fer, ce qui n'a absolument aucun sens. En revanche, nous avons refait des analyses qui ont montré sans aucun doute qu'il s'agit de fer météoritique, parce qu'il y avait les éléments traces qu'il fallait. On mentionnera tout à l'heure, mais au stade où on en est, je n'insiste pas là-dessus. Donc du fer météoritique sur un objet rituel de prestige exceptionnel, bel objet, de l'or, et une technique élaborée. Alors vous remarquerez que dans ce cas-là, on est on va dire dans la partie terminale de l'âge du bronze, on est à 1350 probablement, quelque chose comme ça. Eh bien, le fer n'est pas mis en forme, c'est-à-dire que la lame, elle est prise dans du cuivre qui est coulé par la technique de la cire perdue. On n'a pas mis en forme le fer comme on saurait le faire dès le début de l'âge du fer pour former un manchon dans lequel on mettra un manche, comme les haches modernes. Ok? Et puis, donc c'est ça, peu élaboré, pourtant on est encore on est dans la fin de l'âge du bronze, alors que nous avons vu que la tradition du fer, ça fait quand même pas mal de temps qu'elle est apparue. Alors enfin, l'exemple le plus célèbre, mais c'est un exemple parmi d'autres, le plus célèbre pour des raisons évidentes, le trésor de Toutankhamon. L'objet est absolument magnifique, c'était des objets sur la diapo de présentation. Là, donc, dans le trésor de Toutankhamon, sur la momie, il y avait deux dagues. Une dague dont la lame est en or et une dague dont la lame est en fer. Donc cette lame a fait l'objet de plusieurs analyses au cours du temps. Les dernières analyses datent de 2016 et montrent sans aucune ambiguïté possible que c'est bien du fer météoritique. Mais les analyses plus anciennes avaient montré soit qu'il n'y avait pas de nickel, soit qu'il y avait très peu de nickel dedans. Et l'explication, c'est que l'échantillonnage avait été fait sur des débris. Pourtant, ici, la lame est très bien préservée. Elle n'a pas été manipulée, elle n'a pas été frottée, etc. Donc, vous voyez qu'on a bien du métal. La conservation est tout à fait exceptionnelle. Mais, on n'avait pas fait de prélèvement pour faire des analyses, ce qui peut se comprendre. Et donc, sur des débris légèrement rouillés, les teneurs en nickel n'étaient pas du tout celles qu'on trouve lorsqu'on fait une analyse de surface par fluorescence X. D'accord? Donc par fluorescence X, on trouve de l'ordre de 11% de nickel, ce qui est parmi les teneurs hautes parmi les météorites. Alors au passage, dans le trésor de Toutankhamon, on a trouvé un repose-tête miniature en fer, qui lui aussi est en fer météoritique,
mais ce n'est pas la même météorite que la lame de dague, la composition n'est pas la même. On a un morceau de fer sur un Oidorus qui est un bracelet en or, et puis on a 16 petites lames de fossiles. Donc pour ces deux séries-là, les analyses ont été faites, mais les résultats ne sont pas publiés. Donc je ne vous en dirai pas plus, mais j'ai mon idée sur la question. Alors, donc, pour que ça soit dans le trésor de Toutankhamon, un couteau en fer, c'est le mien celui-là, alors c'est pas bien. Hein. Donc, si ça se trouve dans le trésor de Toutankhamon, d'une part, vous avez une petite idée des objets qu'on a trouvés dans le trésor. Deuxièmement, contre la momie elle-même, c'est-à-dire l'endroit où on va mettre les objets les plus précieux, c'est qu'un couteau en fer, c'est pas un couteau de cuisine. Hein, c'est un bijou, un truc absolument exceptionnel. Mais si on regarde la façon dont a été façonné le manche de l'un et de l'autre poignard, il n'y a pas vraiment de doute sur la question. Donc, valeur exceptionnelle, on retrouve ce qu'on avait déjà dit sur les autres objets. Mise en forme du fer relativement élaborée. Pour fabriquer une lame de cette qualité, ça demande du travail à chaud. Hein, sinon, on ne peut pas fabriquer une lame de poignard. Alors ensuite, on continue. On va un petit peu plus loin, on va en Chine. Alors là, ces deux objets-là sont des objets qui sont un peu plus récents, c'est-à-dire qui datent de 1000 avant Jésus-Christ, mais on est en Chine. Donc à cette époque-là, en Chine, on ne connaît pas encore la métallurgie du fer, on n'est pas encore à l'âge du fer. Alors dans un cas comme celui-là, bien évidemment, il y a un doute, hein, parce que vous pourriez très bien avoir soit du fer importé sous forme de lingots, soit des objets importés venant d'endroits où on connaît la métallurgie du fer. En l'occurrence, on retrouve, ceci était une hache avec un débris de lame en fer météoritique, ça a été analysé très précisément, on retrouve les textures de Wittmann-Steffen et les teneurs en nickel qu'il faut, et puis vous avez une douille qui est en bronze coulée à la cire perdue. Hein, donc on retrouve exactement la même technique que celle qu'on a vue sur la hache d'Ugarit. Et puis ici c'est une dague avec un manche et puis un petit bout de la lame qui reste ici. Même histoire, cire perdue et lame en fer météoritique. Donc là on est en 1000 et on est en Chine. Et puis là on est toujours en Chine, mais on est au XIVe siècle. Donc là on est en plein dans l'âge du bronze. La photo est pas terrible, je m'en excuse. Donc un débris de lame en fer et puis pareil, une douille coulée à la cire perdue. Bon, donc si vous voulez, pour ces objets en fer météoritique, on voit qu'il y a eu des avancées dans la technique d'élaboration, mais on n'a pas la maîtrise de la forge comme on l'aura à l'âge du fer. Hein. Donc ça explique l'association du fer et du bronze pour fixer dessus une douille. Bon, la métallurgie du bronze, elle est super bien maîtrisée, aussi bien dans la pratique que dans les variantes de composition, et que pour le fer, on est quand même à un stade qui est encore primitif. Alors maintenant, je vous ai dit que c'était du fer météoritique. Il y a des exemples où, d'après la structure, on peut affirmer que c'est du fer météoritique, ou en tout cas avoir des informations importantes qui vont contribuer à dire que c'est météoritique. Mais ça, on ne peut l'obtenir que dans les cas favorables, c'est-à-dire si on peut faire un prélèvement. Et ça, les prélèvements, ce n'est pas le cas le plus courant. Donc si on peut pas faire, alors si on peut faire des prélèvements, on va aussi étudier les inclusions. Hein. Dans le fer métallurgique, on va trouver des inclusions silicatées, des silicates de fer et des choses comme ça, du laitier, les métallurgistes connaissent bien. Alors que dans du fer météoritique, s'il y a des inclusions, ça sera tout autre chose. Ce sera éventuellement du sulfure de fer, éventuellement du phosphore de fer, des choses comme ça. Ça n'a rien à voir. Et puis, donc, il y a la composition chimique. Et donc, la composition chimique, le critère numéro 1, c'est la présence de nickel.
Et je vous ai dit, le nickel dans les météorites, c'est de l'ordre de 5 à 10% dans les cas les plus courants, ça peut éventuellement être plus. Alors que dans les objets archéologiques, eh bien, on peut trouver dans certains cas ces teneurs-là, par exemple la dague de Toutankhamon, mais très souvent on trouve beaucoup moins. Alors pourquoi on trouve beaucoup moins? Il y a plusieurs explications possibles. La première explication, c'est que ce n'est pas du fer météoritique. Ça pourrait être du fer qui est dérivé d'un minerai qui contient du nickel. Donc on verra que ça ne marche pas vraiment. Ou bien quoi d'autre encore, s'il y a une teneur insuffisante en nickel, on va montrer que ça peut être du fer météoritique, mais que c'est le résultat de la corrosion. D'accord? Avant de passer à cette discussion de la chimie, très rapidement, des éléments de statistiques sur les météorites. Donc depuis une trentaine d'années, on va dire, pour arrondir, on a découvert beaucoup de météorites, d'une part en Antarctique, donc ça ce sont les expéditions des scientifiques, et d'autre part dans ce qu'on appelle Nord-Ouest Africa, donc grosso modo c'est le Maroc et les pays limitrophes. Là c'est des recherches qu'on pourrait qualifier de sauvages, ce sont des gens qui cherchent à trouver les météorites pour les vendre. D'accord? Et donc en Nord-Ouest Africa, les météorites intéressantes, il y en a à peu près 10 fois plus qu'en Antarctique. Et en Antarctique, des météorites, il y en a beaucoup plus que dans le reste du monde. Donc c'est pour ça qu'on a choisi ces deux populations qui ont un poids statistique intéressant. On a fait quelques tris pour éviter les biais, en particulier toutes les météorites qui n'ont pas de valeur commerciale intéressante, on ne les a pas prises en compte, parce que celles-là, elles ne sont pas référencées. Donc toutes les conduites ordinaires, on ne les a pas prises en compte. On a pris uniquement les classes de météorites pour lesquelles il y avait de l'argent à gagner, donc celles qui sont ramassées au Maroc. En Antarctique, on est censé tout ramasser. Et puis, on les a donc répartis en catégories comme le font les scientifiques. Et normalement, on devrait s'attendre à ce qu'il y ait une corrélation entre les trouvailles d'un côté et les trouvailles de l'autre côté, au problème statistique près. D'accord ? Et on voit qu'on a une droite de corrélation avec les ellipses qui correspondent aux intertitudes statistiques. On est content, ça colle à peu près. Mais là-dedans, on a oublié de mettre les météorites de fer. Et quand on rajoute les météorites de fer, eh bien on se dit, tiens, les météorites de fer n'ont pas compris. Et donc, ça représente quoi en fait ce diagramme en fait? Excuse-moi. Ça représente quoi en fait? Ce sont les effectifs. Juste un nombre. Ce sont les effectifs trouvés en Antarctique. Donc par exemple, pour cette catégorie-là de météorites, on a dû trouver, alors c'est les effectifs par million de kilomètres carrés ou quelque chose comme ça. Hein. Donc c'est pour ça que ce n'est pas des chiffres ronds, ça va être 9,78 par exemple, hein, quelque chose comme ça. Okay. Et les bulles roses, là, ça correspond à des catégories. Et donc ça c'est les 2 sigma, si ça suit une loi statistique normale, c'est la probabilité, quand tu trouves, la probabilité que la valeur que tu as trouvée par rapport à la valeur réelle qui elle est inconnue, ok, tu as ces racines de n en fait. Et donc 2 sigma, c'est 2 fois racine de n, et à 2 sigma, tu dois avoir 95% de chance de trouver la bonne valeur. Albert, la question c'est quelle différence d'une ellipse à l'autre? En fait, c'est des espèces de météorites différentes. Oui, tu vas avoir les chondrites carbonées de type CO, puis tu auras les CV, et puis tu auras les CI. Les CI, il n'y en a pas assez, donc les chondrites en statite, etc. etc. C'est des catégories de spécialistes, mais dans les bases de données, tu trouves tout ça classifié. Donc le travail est mâché, il n'y a plus qu'à prendre les chiffres et les mettre dans la figure. Donc voilà, les fers ici, il y a un déficit énorme de fer dans les météorites du désert. Eh bien ça, on peut proposer une explication très simple, c'est que ces météorites de fer, elles ont été récupérées depuis longtemps comme minerais de fer, tout simplement. Hein, et les objets en fer météoritique que je vous ai présentés tout à l'heure, c'était un peu ça.
Dans ce cas-là, on ne sait pas à quelle époque ça a été récupéré. Hein. C'est peut-être au néolithique, mais c'est peut-être au Moyen-Âge que ça a été récupéré. Hein. Mais, donc, le fer météoritique, il est connu depuis belle lurette. Il y a des éléments textuels qui nous le confirment, et utilisé comme minerai de fer. Excusez-moi, c'est une valeur intéressante, on en peut-être qu'il ne ramasse pas parce qu'on... Alors, vous me reposez la question tout à l'heure, on en parlera si vous voulez, mais là, je ne veux pas me distraire trop. D'accord? Donc, maintenant, on va passer à un peu de science, parce que c'est de la géochimie. Alors, le critère qui était utilisé habituellement, c'était la teneur en nickel. Mais on sait maintenant que ça ne marche pas bien, puisqu'il y a certains échantillons dans lesquels, selon les points qu'on analyse, déjà, on ne va pas trouver la même teneur en nickel, à cause de la corrosion qui est plus ou moins importante. Donc, c'est un critère qui est un peu flottant. Deuxièmement, le même objet analysé par plusieurs labos sur différents échantillons prélevés. Dans certains cas, il n'y a pas beaucoup de nickel. Dans un autre cas, il y en a beaucoup. Dans un cas, on va dire c'est météoritique. Dans l'autre cas, on va dire il n'y en a pas assez, c'est pas météoritique. Non, ça colle pas. Hein. Ou bien c'est tout météoritique, ou bien c'est tout pas météoritique. Il faut choisir. Donc le critère abondance de nickel tout seul, ça colle pas, il faut faire mieux que ça. Et donc c'est là que j'arrive avec la géochimie. Et on regarde fer, cobalt, nickel. C'est pas beaucoup plus compliqué que fer, nickel. On rajoute le cobalt. Bon, le cobalt, c'est 10 fois moins abondant que le nickel, mais le nickel, il est en pourcent, donc ça veut dire des milliers de ppm. Et avec mon appareil, qui est dans ma valise, si vous voulez le voir tout à l'heure, je vous le montrerai, on peut analyser cette composition, fer, cobalt, nickel. En général, on a le cuivre, le manganèse avec... Donc on a une vision à peu près globale de la composition du fer et ses impuretés majeures. Et quand on fait ça, eh bien, qu'est-ce qu'on va observer? Alors, premier diagramme, les météorites. Donc les météorites, vous avez sur ce diagramme les points noirs. Donc les points noirs, c'est les valeurs de la littérature pour les météorites de fer qui ont été référencées depuis 1986 jusqu'à actuellement. J'ai pris 1986 parce qu'on trouvait les valeurs dans la base de données. Et puis, les points, les cercles clairs, ce sont les analyses XRF que j'ai pu effectuer. Donc, si vous voulez, c'est la même technique analytique que celle qui a été utilisée pour les échantillons archéologiques, d'une part, soit sur des météorites propres, c'est-à-dire des météorites polies, du métal brillant, bien joli, des belles analyses, soit des surfaces oxydées lors de la traversée de l'atmosphère, soit sur des surfaces oxydées corrodées, parce que ce sont des trouvailles qui datent de 1000 ans et qui sont rouillées à la surface. D'accord? Donc en particulier, les points qui sont dans cette région-là, voilà, ce sont des échantillons qui ont été plus ou moins corrodés c'était pour un peu se caler par rapport à ce qu'on a trouvé sur les objets archéologiques. Et puis vous avez les points verts, qui sont les moyennes des grandes catégories type de météorites de fer. Alors vous voyez que on a 90% des données qui se trouvent dans cette petite patate-là, et le reste, ça se trouve dans la grande patate qu'on va présenter sur les figures prochaines pour vous repérer. Alors maintenant, les minerais de fer qui contiennent du nickel. Alors, les minerais de fer qui contiennent du nickel, il y en a qui ont dû apprendre ça quand ils étaient étudiants. Je ne sais plus si ça se fait encore, c'est encore à la mode peut-être. Hein. Donc ce sont grosso modo des minerais développés sur des péridotites. Hein. Dans une péridotite, il n'y a pas beaucoup d'aluminium. Donc lorsque vous altérez en conditions lessivantes, c'est-à-dire équatoriales, vous allez lessiver progressivement tout, et il va vous rester ce qui n'est pas soluble, c'est-à-dire les oxydes de fer, les oxydes d'aluminium, mais si au départ il n'y en a pas beaucoup, dans ce qui restera à la fin, il n'y en aura pas beaucoup. Et puis le nickel, il va s'enlever plus ou moins, on va voir sur la figure suivante. Donc un beau profil, ça doit être en Nouvelle-Calédonie, ouais, c'est ça. Donc ici, le schéma explicatif, vous avez la partie supérieure qui est une cuirasse d'oxyde de fer. Alors cette cuirasse supérieure, ça c'est un super minerai de fer. Hein, c'est de l'oxyde de fer pur. Ah.
plus que 95% d'oxyde de fer. D'accord? Il y a peut-être un petit peu de silice, il va y avoir un petit peu d'oxyde d'aluminium et puis des saloperies qui traînent. Et puis, dans le profil qui est en dessous, eh bien, au fur et à mesure que vous vous enfoncez, vous allez avoir une composition qui est de moins en moins appauvrie par rapport à la péridotite initiale. Et ce qu'on voit, c'est que le minerai de nickel, c'est ce machin jaune. Hein, c'est là qu'il y a le nickel qui n'est pas encore parti. Et puis quand vous continuez le profil vers le haut, eh ben, il n'y a plus de nickel. Enfin, il n'y a plus de nickel, il n'y en a plus beaucoup. Il y en a moins que dans ce qu'il y a en dessous par rapport au fer. Donc le rapport fer-nickel, il est le rapport nickel-fer, pardon. Le rapport nickel-fer, il est maximum dans cette région-ci. Plus vous montez, moins il y a de silice, donc ça va être un meilleur minerai. Mais si vous continuez à monter, ben, vous perdez le nickel et vous arrivez en haut avec un minerai de fer qui est relativement pauvre en nickel. Et ça, première façon de le voir ici. Donc la composition du manteau, c'est-à-dire la composition d'une péridotite se trouve ici, avec un rapport nickel-fer qui est faible, mais ça c'est une caractéristique du manteau terrestre qui est le résultat de la formation du noyau. Et puis des compositions de minerais latéritiques pris dans la littérature. Alors j'ai sélectionné des roches qui avaient au moins 50% d'oxyde de fer, donc qui pourraient être des minerais de fer potentiels. La dispersion des points est en partie due au fait que les échantillons qui ont été choisis sont des petits échantillons qui font au plus quelques grammes. Si on prenait des mètres cubes d'échantillons, on aurait quelque chose de plus homogène et probablement moins de dispersion autour de cette ligne ici. Hein. Bon, vous voyez que j'ai pris différentes régions, différents auteurs, etc. Il n'y a pas tellement d'ambiguïté. On a un rapport, une corrélation qui est assez différente de celle qu'on va avoir sur les météorites, à condition de ne pas être dans les zones qui sont très pauvres en nickel. Alors, un diagramme qui ressemble un peu, mais cette fois on s'est mis en échelle log. L'échelle log, ça permet de voir les échantillons qui sont pauvres en nickel. Hein, ici, on a 1%. Donc, grosso modo, la rupture entre d'un côté ce qui va être météoritique et de l'autre côté ce qui ne va pas l'être, grosso modo, ça va être 1%. Donc 1%, vous voyez, c'est beaucoup moins que la teneur de 5% des météorites. Alors, les points en bleuté ici, là, ce sont les échantillons de fer latéritique. Et vous voyez qu'on part de la composition du manteau, donc de la péridotite ici. Dans un premier temps, on enrichit en nickel. Et dans un deuxième temps, on appauvrit en nickel. OK? Mais on ne va jamais plus loin que ça. Bien. Donc, si on est optimiste, eh bien on voit qu'on va pouvoir distinguer la population de droite et la population de gauche. Donc, lors de l'altération, bon, tout un baratin pour les étudiants. Il y a des étudiants. Donc, le fait que le nickel soit lessivé, c'est que le nickel, il peut passer à l'état 2+. Ça, c'est vrai dans les latérites, mais ça sera vrai aussi dans le métal. Et qu'à l'état 2+, il peut être lessivé. Le fer, lui, en conditions oxydantes, comme à la surface de la Terre, il passe à l'état 3+, et à l'état 3+, il n'est pas soluble, il reste là. Et puis le cobalt, dont on va parler dans quelques secondes, le cobalt, il est un peu intermédiaire, non, pas un peu, il est complètement intermédiaire entre le fer et le nickel. Donc ce rôle de l'oxydation explique les différences de comportement entre fer, cobalt et nickel, qui sont des petites différences, mais qui vont nous apporter toutes les clés aux problèmes posés. Bon, voilà. Donc, si vous voulez, les problèmes que les archéologues ont rencontrés, ils sont là. Hein. Le rapport fer-nickel, il varie dans un même objet selon que vous allez regarder des morceaux qui sont plus ou moins corrodés. Si vous prenez le petit morceau de rouille qui est au fond de la boîte parce que vous ne voulez pas abîmer l'objet, eh bien, vous allez analyser un échantillon pourri dans lequel il n'y a plus de nickel. Et si vous êtes maladroit, vous allez conclure en disant c'est pas de la météorite, ce qui n'est pas vrai. D'accord ? Analyse des fragments rouges. Ceci, ce sont des analyses sur la hache de Garrett.
hein, la hache que je vous ai montré tout à l'heure. On a fait plusieurs points d'analyse. Certains points, il y a des teneurs en nickel de l'ordre de 6-7%, ce qui veut dire qu'on n'a pas eu de lessivage du nickel. Mais vous voyez que sur d'autres points, on descend jusqu'à des teneurs en nickel qui sont de l'ordre de 2%. Ok? Donc là, on est quand même bien descendu. Mais c'est un seul objet, hein, la lame en question. Donc à l'origine, c'était un seul métal. Et vous voyez que le rapport nickel-fer, il varie lorsque le nickel est lessivé. C'est une autre façon de dire que le fer ne s'en va pas. Et puis pour le rapport nickel-cobalt, vous voyez que dans un premier temps, vous enlevez le nickel et le cobalt à peu près de la même façon. Et puis quand le cobalt passe à l'état 3+, eh bien vous avez le nickel-cobalt qui descend. OK? Donc ça, c'est très joli, je suis très content de moi. Bon, je ne vous demande pas d'applaudir. Alors, voilà un résumé d'analyse d'objets archéologiques. Vous vous souvenez de la patate de tout à l'heure qui correspondait au fer météoritique. Et vous voyez que si on prend l'exemple Oumelmara, notre pendentif qui était très fortement corrodé, si on avait un seul point d'analyse, ça serait ambigu. Mais vous voyez qu'on a toute une série de points d'analyse qui nous donnent une belle corrélation comme ceci. D'accord? La hache d'Ougarit, même chose. Mais là, on a de la chance parce qu'on a certains points qui tombent dans le domaine météoritique. Et puis on a d'autres objets comme la dague de Toutankhamon, il n'y a pas de problème, on est plein dans le domaine des météorites. Les as chinoises tombent dans le domaine des météorites. Les perles de Guernsey, ce sont les carrés. Il y a des points qui tombent dans le domaine, il y a des points qui tombent sur la corrélation. Donc, simplement pour dire, quand on fait l'analyse d'un objet archéologique, eh bien, si on n'a que des points qui tombent très très bas, il faudra être prudent. Mais si on a des points qui nous donnent une belle corrélation, ou si on avait la chance d'avoir d'autres indices, genre texture Widmanstetten, eh bien là, on montre qu'on aura donc cette corrélation qui est caractéristique du fer des météorites. Alors que si on était latéritique, on serait très bas en nickel, premièrement, et deuxièmement, on serait dans cette zone-là, puisqu'on est très bas en nickel, et le nickel sur fer serait très bas. À peu près la même chose pour le nickel sur cobalt. Alors, sur cette corrélation, eh bien, il y a deux objets qui manquaient, et donc les deux objets qui manquaient, on est sûr que ce n'est pas dans mes fantasmes, c'est-à-dire que les objets qui manquent, ce n'est pas ceux qui m'ont permis de raconter l'histoire que je vous ai racontée là. Les deux objets qui manquent, il y en a un dont je vous ai déjà parlé, c'est le balafré. Lui, pour le balafré, j'ai reporté 3 points d'analyse parce que ça devait être les meilleurs, je pense, à l'époque. Donc ça tombe dans le domaine des météorites, et puis on avait vu les textures de Widmanstetten, donc ça c'était cool. Et puis, une bague que j'ai analysée cet été, Sidon, c'est au Liban. La bague, elle est ici. C'est une bague en or avec un anneau de fer. Bien, vous voyez la belle corrélation que vous avez, qui tombe pile poil sur ce qu'on souhaiterait. C'est encore du fer météoritique. La bague, elle date de l'âge du bronze moyen. D'accord? Donc, ça paraît tenir la route. Hein? Et donc, les conclusions, c'est que, bon, c'est ce que je vous ai dit, l'oxydation entraîne la perte de nickel plus ou moins avancée, donc il faut faire attention à ça. Les valeurs faibles, ben, c'est en général le résultat de l'altération, en tout cas pour les objets de l'âge du bronze, ça explique toutes les valeurs faibles. Et puis, dès que la teneur en nickel est suffisante, supérieure à 1%, là c'est gagné, eh bien on peut faire la distinction sans problème entre le fer météoritique et le fer terrestre. Il n'y a pas besoin d'avoir 5% de nickel. Donc ça, c'est quand même intéressant parce qu'on sait que beaucoup d'objets archéologiques contenaient peu de nickel. Et là, je vous montre des résultats cette fois plus variés avec
La patate rouge, c'est j'ai choisi un échantillon qui est la hache d'Ugarit. Donc vous voyez qu'on sort légèrement du domaine à cause des problèmes d'altération. Et puis toutes les autres patates, ce sont des fers métallurgiques et on utilise l'échelle logarithmique qui permettent de voir des teneurs en nickel qui, dans certains cas, sont extrêmement faibles, avec la coupure à 1% qui se trouve ici. D'accord? Donc, tout ceci, soit des analyses, soit des analyses de la littérature, on peut discriminer entre fers météoritiques et fers non météoritiques. Les échantillons ici, d'ailleurs, datent de l'âge du fer, hein, soit même plus récents pour certains. Alors, quelques mots rapides sur la mise en forme. Bon, on a vu plusieurs exemples. Hein. Oumelmara, un pendentif, pas de mise en forme. Les perles de Guernsey, déformation à froid, travail qui donne des résultats extrêmement limités. Mais là, on était à la limite entre le néolithique et l'âge du bronze. Et très rapidement, eh bien, on a appris à travailler le fer à chaud. Pourquoi? Ben parce qu'à froid, ça serait impossible. Et puis, qu'on a des données textuelles qui nous indiquent, si on sait les interpréter en tout cas, que le métal était travaillé à chaud. Alors, question température de mise en forme, c'est ce que je viens de vous dire. Hein. Si on veut faire des objets qui ressemblent à quelque chose, on ne peut pas travailler le fer autrement qu'à chaud, ce qui n'est pas facile, hein, parce que le fer à chaud, ça s'oxyde à toute vitesse, donc il faut apprendre à le traiter en conditions réductrices. Alors les analyses textuelles, il faut que je sois très rapide, hein, parce que j'ai déjà bien débordé. Donc, au Proche-Orient, on a inventé l'écriture à l'âge du bronze. Ça, c'est un coup de chance, hein, parce qu'en Europe, on n'est pas là. Les Grecs, ils n'ont pas inventé l'écriture à l'âge du bronze. Hein. Les Égyptiens, si. Donc, on a les Égyptiens, et puis toutes les écritures en caractère cunéiforme qui datent de cette époque-là. Et on trouve un certain nombre d'informations. Le problème de ces informations, c'est leur interprétation. Je ne sais pas si vous imaginez la difficulté des interprétations de ces textes. Je me suis mis le nez dedans parce qu'il fallait bien. Je ne parle pas l'ougaritique dans le texte ni le sumérien, mais on se rend compte que, on va montrer un exemple, hein, sur un texte qui mentionne deux sortes de fer. Donc le texte en question, c'est la lettre d'un roi hittite qui envoie une lettre à un autre roi, on ne sait pas lequel, c'est discuté, mais on s'en fiche, c'est pas ça qui est important. Donc le roi répond à une demande d'un collègue royal qui lui demandait de lui envoyer du fer. Bien. Et le roi lui répond en disant, écoute, en ce moment, j'ai pas de bon fer, donc je ne peux pas t'en envoyer, dès que j'en aurai, je t'en donnerai. Et puis ensuite, il rajoute, mais j'ai du fer. Alors le bon fer, c'est celui qu'on transcrit par Anbar Sig. Donc on va dire que Sig, ça veut dire bon, et Anbar, ça veut dire fer. En fait, Anbar, ça veut dire le métal du ciel. Et puis il dit donc, mais j'ai du fer qui est moins bon. Donc le fer qui est moins bon, c'est le fer noir, gai pour noir, et Anbar, on retrouve le fer. Alors plusieurs choses. Premièrement, le mot qui désigne le fer dans toutes les langues de cette région, c'est toujours un mot qui est dérivé du mot qui signifie ciel. Hein? À l'origine, il n'y a qu'un seul mot qui désigne le fer et qui désigne le ciel. Et ça, si vous réfléchissez, c'est très facile à comprendre. Vous imaginez la voûte céleste, le concept de voûte céleste. Sur le ciel, vous avez des étoiles qui sont accrochées. Lorsque vous avez un morceau qui tombe du ciel, c'est évidemment un morceau de ciel. Donc ce que vous ramassez, c'est un morceau de ciel. Et logiquement, dans votre vocabulaire, vous allez au début utiliser le même mot pour désigner le fer et pour désigner le ciel. Bon, ça peut se comprendre de façon relativement simple. Et en fait, ça se retrouve dans toutes ces langues. Donc l'explication, elle est là.
Hein. Ensuite, bon fer, moins bon fer. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a obligatoirement deux types de fer parce que c'est sur la même tablette et que le contexte indique clairement qu'il y a deux sortes de fer. Hein, ce n'est pas une variante dans le temps du vocabulaire, c'est bien le même texte et le sens indique qu'il y a deux sortes de fer. Alors il y a des archéologues qui ont dit, c'est très simple, hein, le bon fer c'est de l'acier et puis l'autre moins bon c'est du fer pour ferrer les ânes. C'est une explication possible. Sauf qu'aujourd'hui, on sait qu'à l'époque en question, hein, ça date de 1400 à peu près, hein, à l'époque en question, le fer, c'est du fer météoritique. Hein, il n'y a pas de fer métallurgique. Alors, et puis, premièrement, donc, il y avait du fer météoritique, on sait analyser des objets. Donc, on pourrait imaginer qu'il y ait du fer météoritique et puis qu'en parallèle, il y ait du fer élaboré par l'homme. Bon, le bon fer, ça serait lequel? Alors, il y a des gens qui vont vous dire, le bon fer, c'est l'acier, parce que l'acier, hein, c'est un alliage de fer et de carbone, et que les qualités mécaniques sont bien meilleures que le fer pur, qui est relativement mou. Le fer pur, c'est le fer des météorites. Alors ça, évidemment, ça colle pas, parce qu'avant de savoir fabriquer de l'acier, eh bien, il faut bien maîtriser la métallurgie du fer, et on est loin d'en être là, premièrement. Deuxièmement, le fer des bas fourneaux, c'est une saloperie. C'est une saloperie infâme, c'est-à-dire c'est une réduction du minerai à l'état solide. Autrement dit, à la fin de votre opération de réduction, vous mettez dans le four le minerai, du charbon de bois, vous faites chauffer pendant un certain temps, après vous refroidissez, et au fond de votre four, vous avez un kilo infâme dans lequel il y a des morceaux de fer et de la scorie qu'il faut mélanger, et à ce moment-là, il faut des gros bras pour casser le tout, pour séparer le fer d'un côté et la scorie de l'autre. Et puis ensuite, vous allez forger pendant des journées entières pour petit à petit éliminer la scorie. Si quand on retrouve des objets faits par cette méthode-là, ce qui a duré jusqu'au Moyen Âge, le fer est de très mauvaise qualité. En revanche, le fer météoritique, vous avez vu les images que je vous ai montrées tout à l'heure, c'est pur, il n'y a pas de scorie dedans, parce que c'est du fer météoritique, et donc de bien meilleure qualité. Donc pour en revenir à notre affaire, l'acier, ça ne colle pas. Le fer de bas fourneau, le jour où on a su en fabriquer, ça coûtait 100 000 fois moins cher que le fer météoritique. Et comme c'était utile pour faire des objets, et le fer météoritique, comme de toute façon il n'y en avait pas beaucoup, du jour au lendemain, ça a disparu des circulations. Donc on ne peut pas avoir un roi qui va offrir un jour un objet en fer météoritique, et puis un autre jour, il donne un opinel en fer dégueulasse, plein d'inclusions, à quelqu'un qui est un autre roi. Donc ça aussi, ça ne tient pas la route. Donc il faut trouver autre chose. Alors l'autre chose que je suggère, mais qui reste à démontrer, c'est que c'est tout du fer météoritique. C'est-à-dire que vous avez deux sortes de fer météoritique. Le fer météoritique qui vient des météorites du fer, ça c'est du bon fer qui est pur, qui est propre. Et puis, nos métallurgistes de l'âge du bronze, ils ne sont pas plus cons que nous. Et donc, chaque fois qu'ils ont vu une météorite tomber, ils ont vite couru pour récupérer les morceaux. Pourquoi? Le cours du fer météoritique, c'était à peu près 10 fois le cours de l'or. Donc vous comprenez que quand vous vous envoyez tomber, vous avez intérêt à être le premier à ramasser le caillou. Ok? Et puis 9 fois sur 10, pas de bol, ils sont tombés sur une chondrite, au lieu de tomber sur du fer météoritique. Mais ils avaient deux yeux comme vous et moi, et ils ont vite compris, ils ont vite vu que dans les chondrites, il y avait des petits morceaux de fer. Et dans une chondrite comme ça, en volume, vous avez 10 à 20% de fer. Ce qui, pour un minerai, dans un minerai d'or, il n'y a pas 10% d'or. Hein. Et là, on a quelque chose qui vaut 10 fois le prix d'or. Donc, vous comprenez le raisonnement. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? On peut imaginer, mais on n'a aucune preuve pour l'instant, qu'ils ont pris les météorites, qu'ils les ont concassés, qu'ils ont séparés par gravité, et les petits morceaux de fer, en les martelant à chaud, ils ont obtenu des lingots de fer. Mais ces lingots de fer, ils étaient de mauvaise qualité, parce qu'ils se sont retrouvés avec du fer métallique, le même que celui des météorites de fer, ça, impeccable. Le problème, c'est pour séparer,
le fer métal du sulfure de fer. Et ça, c'est pas évident, parce que du point de vue de la gravité, le sulfure est un peu moins dense, mais du point de vue de la séparation, les deux sont souvent intimement liés, et pour les séparer, c'est pas très facile. Donc, ceci pourrait expliquer cela. En tout cas, c'est l'explication que je propose et qui vaut ce qu'elle vaut. Voilà. Donc, la question qui reste, eh bien, comment et quand on est passé du fer météoritique au fer de réduction. Mais ce qu'on commence à comprendre, c'est qu'avant de savoir réduire le fer, hein, pour fabriquer du fer, il y a deux épisodes. On prend le minerai, on fabrique du métal. Et dans un deuxième stade, ce métal, on va le forger pour le mettre en forme. Hein. Donc on fabrique des lingots, et ensuite, à partir des lingots, on fabrique des objets. Okay. Donc, travailler le fer à chaud, ça on a appris avec le fer des météorites. En revanche, la réduction, ça c'est la découverte fondamentale qui a permis de passer de l'âge du bronze à l'âge du fer. Révolution absolument incroyable. Je vous remercie et je m'excuse d'avoir été aussi long. Vous avez des questions? Quand tu forges un fer météoritique dans lequel il y a les structures dont j'arrive jamais à dire, Riemenstatten, elles disparaissent? Eh bien, apparemment non, parce que sur les objets qui ont été étudiés, d'accord, on retrouve le test de l'ISTP. Ce qui veut dire que la déformation a été relativement limitée et que on constate qu'on les conserve. Il n'y a pas eu d'expérimentation pour voir ce qui se passait aujourd'hui. Il y a eu des observations microscopiques qui montrent qu'il peut avoir des textures d'image telles qui sont pliées dans tous les sens. Mais pour les voir disparaître, il faut chauffer probablement plus que ce qu'on fait dans un forgeage normal. Ou bien fondre, évidemment, mais pour fondre, il faut chauffer drôlement chaud, et à cette époque-là, on ne fondait pas. Est-ce que dans les objets que vous avez pu analyser ou voir, vous arriveriez à dire s'il y en a un qui vient d'une météorite de bonne qualité ou une de mauvaise qualité? C'est une excellente question. Pour pouvoir dire ça, il faudra avoir des analyses de bonne qualité. C'est-à-dire, si on fait des analyses à la microsonde, je dirais oui. Si on fait des analyses par fluorescence X sur une surface qui est pourrie parce qu'on n'a pas le droit de toucher l'objet, je dirais non. Faut vraiment, pour faire ça, il faudra vraiment faire des analyses précises. Parce que la composition du métal, ça va être la même. En revanche, ce qui va être différent, c'est la contribution du sulfure. Et la contribution du sulfure, il faut que vous soyez sûr qu'elle soit originelle et que ça ne soit pas secondaire par l'altération. Parce que du sulfure dans les sols, ça, il y en a partout. Est-ce que, là tu as dit, on prend un objet en fer brut pour le pendentif. Oui. Est-ce qu'il est connu des objets, des chondrites ferreuses utilisées de la même façon? Évidemment sans travail. Qui écoute, je répondrai, pas que je sache, mais il est possible que je ne sache pas tout. En fer sûr. En fer sûr chez les Indiens par exemple, on a l'exemple ici, ça c'est sûr. En chondrite, je crois pas, mais je ne sais pas tout. Moi, je voulais juste demander, est-ce que on sait depuis longtemps que les objets en fer de ces périodes-là viennent des météorites ou est-ce que... Il y a des gens qui y croient depuis longtemps, et puis il y a des gens qui vont y croire bientôt. Non, mais je veux dire, on avait conscience... Il y a des gens qui l'ont proposé en 1912 ou quelque chose comme ça. Donc les trouvailles de Guernsey, c'est 1912, les analyses ont été faites,
Et Petri a proposé, c'est probablement du fer météoritique. Mais la question c'était, est-ce que ça avait de la valeur parce que c'était du fer ou parce que c'était des météorites? Non, c'est dommage. J'ai une question. Ouais. Non, la question de la valeur, bon, à l'âge du bronze, on a des textes où la valeur du fer est indiquée par rapport à la valeur de l'or, de l'argent, du cuir, etc. Bon, à l'âge du bronze, c'est à peu près 10 fois le prix de l'or. Donc c'est quelque chose de super précieux. Et puis on verra qu'à l'âge du fer, le cours du fer s'effondre et ça devient moins valeureux que le cuivre. D'accord? Donc on a les informations textuelles. Et comprendre que ça soit aussi valeureux, si c'est du fer météoritique, ça a du sens, parce que des météorites, on ne tombe pas tous les jours. En revanche, si c'était du fer de réduction, le fer de réduction, ça se réduit tout de suite par kilo et par tonne, donc ça n'aurait aucun sens. Et la grande force de la métallurgie du fer, et c'est pour ça que ça a réussi, c'est pas tellement la qualité du métal, c'est que le minerai, on en trouve partout. Alors que le minerai de cuivre, même si c'est plus courant que l'or, on n'en trouve pas partout. Pour revenir sur cette histoire de la valeur du fer à cette époque-là, pourquoi il était si cher? C'est parce qu'il était rare ou parce que ça représentait un morceau de sucre? Alors, ça c'est une question intéressante, importante, et que toute personne qui réfléchit va se poser, évidemment. Mon interprétation, parce qu'elle est logique, c'est d'abord parce que c'était rare, mais pour que quelque chose vaille cher, il ne suffit pas que ça soit rare, il faut qu'il y ait de la demande. Donc il faut obligatoirement les deux. Si c'est quelque chose auquel on n'apporte aucun intérêt, ben même si c'est rare, ça ne va pas valoir grand-chose. En l'occurrence, c'est un métal, donc un métal ça peut se façonner, on peut en faire des bijoux, c'est quelque chose de très rare, par conséquent ça va valoir très cher, c'est un roi qui va avoir son poignard en fer météoritique et qui va... Je voulais vous dire qu'actuellement, les météorites sont vendus au gramme. Bien sûr, mais aujourd'hui les météorites coûtent moins que 10 fois le prix de l'or. Et la Moldavie, par exemple, qui n'est pas une météorite, mais qui est une plaque de verre, fabriquée par la chaleur, c'est hors de prix. C'est hors de prix. Parce que c'est un objet qui est relativement rare et parce qu'il y a des gens qui s'intéressent à ce type d'objet. Donc, s'il n'y a pas les deux, ça ne peut pas marcher. Il faut qu'il y ait les deux. Oui, il y a une chose qu'on ne saura jamais si beaucoup de gens en ont vu tomber. Donc, la valeur attachée à l'objet qui est tombé du ciel, beaucoup de gens l'ignoraient. Alors là, c'est une discussion intéressante. Une discussion intéressante. Et mon point de vue, n'est que mon point de vue, d'accord, on peut discuter évidemment, c'est que nous avons une vision très, on va dire cartésienne, mais c'est plus que cartésien, de ce que sont les météorites. Jusqu'en 1800 et quelques, on a mis les météorites à la poubelle. D'accord? Les cavités de curiosité, ça me dit quelque chose. On ramassait des objets d'histoire naturelle variés. Et puis, il y a des gens éclairés, puisque c'était le siècle des Lumières, donc c'était des gens éclairés, et qui ont dit, les météorites, ça n'existe pas, c'est des histoires de sorcellerie, c'est des conneries de bonnes femmes, c'est ce qu'on disait à l'époque, parce qu'il n'y avait pas de... Et donc, on a jeté des collections, enfin des météorites de certaines collections. Alors ça, c'est notre culture européenne, on va dire, peut-être chrétienne aussi, les deux sont probablement associés. Alors que si vous allez dans les pays du Proche-Orient, donc en particulier les régions qui nous intéressent, mais en Afrique du Nord, ça serait pareil, parce que la culture s'est transmise par l'islam, d'accord? Eh bien, pour ces gens-là, les météorites, ça fait partie du décor normal. Hein, c'est comme la pluie et le beau temps, c'est comme les orages, et vous avez dans le Coran, par exemple, des versets où on vous parle de chute de météorites. Alors, je vais être plus précis que ça. Pour citer une sourate parmi d'autres, on explique que les anges jettent
sur les djinns qui viennent écouter aux portes du paradis. Donc les djinns, c'est des méchants, c'est des démons, d'accord? Ils leur jettent des pierres enflammées. Ok? Bon, quand vous voyez ce genre de description, il n'y a pas trop d'ambiguïté sur ce que pourraient être ces pierres enflammées. Et puis vous avez entendu parler probablement de la fameuse pierre noire de l'Aqaba qui serait une météorite. Que c'en soit une ou que c'en soit pas, ce n'est pas l'objet de la discussion, simplement que c'est un concept qui existe dans la culture en question. D'accord? Et puis il y a tous les textes anciens qui parlent de chutes, d'objets enflammés, de pierres enflammées, etc., qui correspondent à l'interprétation qu'on peut faire de chutes de météorites. Donc si vous voulez, je pense qu'il y a une grande partie qui est culturelle. Chez nous, la météorite, ça paraît quelque chose d'un peu extraordinaire, et nous disons, on est vachement intelligent, on a compris que les météorites, c'est un truc extraterrestre, etc., etc. On peut dire que c'est vrai. Mais pour les gens d'autres cultures, les météorites, c'est banal. Bon, ça arrive pas souvent. D'accord, ça arrive pas souvent. Peut-être un peu extraordinaire parce que ça arrive pas souvent, mais ça fait partie du paysage. C'est vraiment culturel, je crois, la façon de voir ce phénomène. Ils avaient moins d'éclairage dans les villes qu'aujourd'hui. Ils vivaient beaucoup dehors. Mais même en France, au XIXe siècle, on vivait encore beaucoup dehors et on trouvait beaucoup plus de météorites qu'au XXe siècle. Je pense que c'est plus l'observation parce que ce sont les chutes. Donc les chutes, c'est-à-dire qu'on a observé, qui sont les plus nombreuses. Vous êtes basé sur la latérite de Nouvelle-Calédonie pour discriminer? Non, non. La latérite de Nouvelle-Calédonie est une des latérites qu'on va utiliser, mais dans mon diagramme, j'avais des latérites des 4 points du monde. D'accord. Donc c'est une question importante, évidemment. Je croyais que ça représentait l'extrême, en fait. Non. Il y en a des 4 coins du monde, il y en a d'Oman, il y en a d'Amérique du Sud, il y en a d'Afrique. Donc j'ai fait un peu attention. Ils sont extrêmement nickel, c'est celles qui sont développées. Celles qui sont extrêmement nickel, c'est les minerais de nickel. Mais il y a beaucoup de latérites dans lesquelles certains niveaux sont riches en nickel. Les roches-mères, c'est bon taux. Les roches-mères, c'est toujours de la pyrinickel. Est-ce qu'on pourrait pas utiliser d'autres indices géologiques pour aussi différencier les météorites? Que ce soit élémentaire ou... D'un point de vue théorique, oui. D'un point de vue pratique, aujourd'hui, je dirais non. Parce que mon appareil d'analyse ne détecte que les éléments qui ont une teneur suffisante. D'accord? Donc, dans les météorites, il y a des éléments intéressants qui seraient les platinoïdes, mais les platinoïdes ne sont pas assez abondants pour que je puisse les analyser. Les platinoïdes auraient un gros intérêt parce que c'est relativement inerte, donc qui vont être conservatifs, mais aujourd'hui, je ne sais pas les analyser. Alors peut-être que dans 20 ans, on saura le faire, et là on pourra faire des choses complètement particulières. De l'échantillonnage, tout simplement. On ne peut pas faire un échantillonnage pour faire des analyses comme on sait faire. Oui, donc ce qu'on analyse aujourd'hui, c'est la surface, qui est dégueulasse, pour ne pas utiliser un autre mot, et on ne peut analyser que des éléments dont l'abondance est suffisamment importante, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas être trop pollués par l'environnement. Et il faut aussi que ce soit spécifique. Bon, je vous laisserai finir la discussion plus tard. Alors, merci encore à lui.